Nous voilà de nouveau confinés, enfermés, étouffés, enfermés dans un espèce de carcan. Et comme les choses se répètent, eh bien, l'idée c'est d'ici de t'apporter des éclairages sur qu'est-ce qui nous empêche justement de changer. Je crois que ce confinement nous invite à plus d'intériorité, ça on l'a bien compris, mais néanmoins, il y a une différence entre rêver le changement, c'est-à-dire se dire qu'il faut que ça change, avoir une espèce d'injonction vers l'extérieur, demander à ce que l'État fasse autrement, nous apporte plus de clarté, nous raconte beaucoup moins de bêtises, nous raconte moins de mensonges. Ça c'est facile, mais de le faire à l'intérieur de soi, c'est une autre paire de manches. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 stratégies de l'ego qui nous évitent en fait le changement. Tout ça pour que tu sois beaucoup plus au clair sur les choses qui peuvent, chez toi, t'empêcher aussi d'avancer. Parce que si la société a autant de mal d'avancer, c'est que, à titre individuel, l'individu est complètement bloqué par son ego, peur en fait du changement. Alors, la première des choses, c'est l'évitement. L'humain a une très grande capacité, et le surdoué a une très grande capacité d'adaptation. Et il est très doué en fait pour faire semblant de s'adapter. C'est ce que j'appelle la suradaptation, la capacité de suradaptation, notamment de l'empathie, que l'on retrouve chez beaucoup de femmes, puisqu'on nous a demandé d'être des gentilles petites filles, bien lisses, bien sages. Souvent, on a été contraintes, en fait, mises face à l'autorité, et que du coup, une des solutions justement pour se faire accepter dans le clan, ça a été de justement prendre ce masque de l'empathique, et que l'empathique va justement apprendre à se suradapter. La problématique, c'est que quand le surdoué est enfermé en fait dans ce personnage de l'empathique, eh bien souvent il se ment à lui-même, et d'un côté il donne l'apparence de quelqu'un qui est très facile à vivre, c'est jamais un problème, c'est pas grave, tout va bien. Mais en réalité, à l'intérieur, ça boue. Et il y a beaucoup d'ennuis, il y a beaucoup de colère aussi refoulée, et beaucoup d'ennuis. Donc l'enjeu, ça va être d'oser être soi-même, et ça va être aussi pour l'empathique la connexion à la colère, la colère authentique. Pardon. La colère authentique est l'émotion que doit reconnecter justement l'empathique pour dire stop à un moment donné. Puisque, en gros, l'empathique accepte l'inacceptable. C'est typiquement l'exemple du salarié qui ne sait pas dire non, qui prend toutes les responsabilités. C'est l'exemple d'une de mes clientes qui a dans son équipe 3 personnes en moins, mais qui va prendre à sa charge la surcharge justement, donc elle va en avoir de plus en plus sur les épaules jusqu'à ne plus en pouvoir. Et là, il y a un moment donné où le corps souvent se manifeste, puisque il y a un moment donné, il y a un trop-plein. Mais le trop-plein invite justement à un moment donné à dire, bah non, ça c'est plus juste. C'est pas parce que le système est dans une problématique de réduction de coûts qui est devenue complètement délirante que l'individu doit compenser les mauvaises décisions, quoi, en gros. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'évitement qui empêche d'avancer. La deuxième stratégie de l'ego, c'est la compulsion. Alors là, on est plutôt dans le type de personnalité de la rebelle. Puisque la rebelle, elle est très attachée au plaisir. Elle aime le plaisir de la vie. Elle a compris, elle n'aime pas du tout ce qui demande des efforts. C'est l'exemple de moi, par exemple, au démarrage en fait de mon activité en tant qu'entrepreneuse. Je voulais avoir le bon côté des choses, c'est-à-dire le côté libre, liberté, pouvoir vivre ma vie, etc. Mais alors par contre, tout ce qui était administratif, ça je voulais pas en entendre parler. Et donc, quelque part, je renvoyais aussi la responsabilité sur mes comptables, qu'ils n'étaient pas assez
conciliant ni quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que je ne voulais pas en fait faire face en fait à la réalité des choses et voir qu'il y avait un équilibre à trouver entre la liberté et l'engagement. Bah, il y a des choses qui ne sont pas faciles dans la vie et il y a un moment donné, il faut faire face aux choses et non pas être dans l'évitement, encore une fois, pas dans l'évitement ni dans la compulsion d'aller toujours vers ce qui fait du bien, d'être dans la créativité, dans tout ce qui est facile. Et puis dès que on approche en fait la partie moins drôle, eh bien finalement on repart à zéro en fait. Et là, ça amène souvent une sensation en fait de grande dispersion en fait chez le surdoué qui a l'impression justement qu'il papillonne sans arrêt, qu'il ne va pas jusqu'au bout. Bah oui, il ne va pas jusqu'au bout parce que justement aller au bout demande d'aller faire des efforts et il n'a pas compris que la vraie liberté est là, que la vraie liberté est d'aller au bout en fait d'un de ses projets, de le réaliser pleinement, d'être satisfaite pleinement et du coup de pouvoir ensuite fructifier et de pouvoir continuer d'autres projets. Mais il faut bien démarrer la machine, on ne peut pas vouloir être très riche, avoir une vraie liberté sans passer par un certain, une certaine régularité, une certaine, j'arrive pas à trouver le mot d'ailleurs, c'est incroyable, discipline, voilà. C'est cet équilibre entre la discipline et la liberté. Et souvent, le surdoué rebelle a construit en fait une croyance que la discipline est un enfermement. Donc, dès qu'il se sent mis en fait dans un espèce de goulet d'étranglement, parce que on lui demande en fait de se focaliser sur enfin on lui demande et il a intérêt en fait à se focaliser sur un projet, parce que c'est à ce prix-là en fait qu'il va aller au bout. Eh bien, il va avoir ce sentiment d'être enfermé en fait, prisonnier, alors que en réalité, c'est en mettant de l'énergie assez rapidement en fait dans un projet qu'il va pouvoir aller au bout et qui va être fier de lui et qui va avoir vraiment ce sentiment de liberté. Et il peut même pouvoir, il peut même, on va dire, dealer avec cette notion de discipline en ayant peut-être deux projets en parallèle. Ça, c'est ok, c'est le côté multipotentiel. Parce que le côté d'avoir juste un projet tout seul, il a peur de s'ennuyer. Et c'est ok. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver la manière qui est le plus facile pour lui d'aller au bout des choses, mais sans surtout s'arrêter. Parce que, encore une fois, s'il est dans cette problématique de compulsion, il va quelque part refuser les contraintes. Or, pour pouvoir aller dans le changement, il faut accepter cette phase qui n'est pas confortable, qui n'est pas agréable, et donc qui va demander en effet de faire des efforts. On n'a pas de changement sans effort. Ça, il faut arrêter l'idée de se dire qu'il faut être dans le flow, qu'il faut suivre, que voilà, toutes les belles idées très du développement personnel, qu'il suffit de méditer pour que la vie soit plus belle. C'est des conneries, en tous les cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter de mon point de vue, c'est des conneries. Je crois que pour changer les habitudes, ça demande en effet de mettre vraiment l'attention à un endroit donné et d'être très connecté au corps d'ailleurs, pour pouvoir aller vraiment se couper du mental justement et accepter cette phase d'inconfort qui va permettre justement à l'émotionnel de se transformer. Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième stratégie de l'ego, la compulsion qui justement va t'empêcher en fait de changer puisque elle te maintient toujours dans une zone de confort, confortable, agréable, même si c'est pas confortable en fait, c'est du connu et donc on a envie d'y rester en fait. La troisième stratégie de l'ego qui t'empêche en fait d'avancer, eh bien c'est la rigueur. Et alors ici à Strasbourg, je crois que c'est la stratégie que je vois le plus en fait dans l'empêchement de changer.
Là, l'enjeu, ça va être que quand on est en prise avec la rigueur, on est enfoui, on est complètement enfermé dans les peurs. Peur du changement, puisque la nouveauté est forcément synonyme de danger. Et ici, mais dans beaucoup de vies aussi, surtout les personnes qui ont connu des exodes, des changements de vie très fortes, il y a souvent cette association que changement est égal à danger. Ici, il faut comprendre qu'à Strasbourg, mais ça, c'est encore une fois le reflet de ce qui s'est passé dans beaucoup de populations, les populations ont dû migrer en fait, ont dû changer. Il y a eu beaucoup de grandes autorités, notamment au moment de la guerre. Les Alsaciens étaient tantôt français, tantôt allemands, et si à un moment donné, justement, au moment où c'est repassé français, l'enfant parlait allemand, eh bien, il était très, comment dire, très sanctionné en fait. Il a vécu beaucoup cet abus d'autorité et beaucoup de peur en fait liée à cette notion de changement. C'est-à-dire que c'est comme, tu peux imaginer si d'un jour à l'autre on te dit que ta langue maternelle, il ne faut plus la parler, il faut parler autre chose, mais tu ne sais pas parler cette langue-là. Donc tu peux imaginer qu'il y a de gros traumatismes en fait suite à ça. Et chez les surdoués, il y a souvent beaucoup de traumatismes qui ont déclenché de vraies peurs, qui sont plus ou moins visibles. Moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai été complètement dissociée en fait de mes peurs à l'intérieur de moi, de cette rigueur à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que je n'avais pas peur, mais en réalité, ces peurs contrôlaient ma vie et j'étais tout le temps en train de chercher des situations qui m'évitaient la peur, mais finalement, elles contrôlaient ma vie. Donc, quand la nouveauté est synonyme de danger, alors tu es complètement emprisonné en fait dans les peurs. Et c'est, j'ai envie de dire, la stratégie la plus complexe pour amener en fait le changement. Parce que c'est comme s'il y avait un excès de prudence et du coup qui amène à un fonctionnement de psychorigidité, de perfectionnisme et de contrôle. En gros, le surdoué dans ces cas-là va vraiment développer plein de mécanismes pour contrôler l'autre, contrôler l'extérieur, au lieu de se connecter justement à ses peurs, à ce qu'il vit. Il est complètement dissocié en fait de ses peurs et l'enjeu, ça va être justement de se réassocier en fait avec le corps, de travailler sur le corps pour faire face en fait à ces peurs et non plus les fuir ni les projeter à l'extérieur parce que c'est souvent ce que l'on fait. Et ça se manifeste aussi par exemple dans les relations où quand on commence en fait à construire une nouvelle relation, eh bien le surdoué a une fâcheuse tendance à décortiquer, à vouloir tout comprendre en fait de la vie de son conjoint, de son partenaire. Pardon pour la coupure, j'ai des problèmes de batterie. Donc il va chercher en fait à tout contrôler, en fait, à tout comprendre la vie de son partenaire, dans l'espoir en fait d'éviter en fait et de pouvoir anticiper ces éventuelles problématiques. Alors que la réalité, l'enjeu, ça va être au contraire de se connecter avec sa peur à l'intérieur de soi et d'accepter en fait d'être plutôt au contraire dans cette ouverture. Donc l'idée ça va être de faire confiance et non plus d'être toujours dans l'anticipation de ce qui peut se passer, mais au contraire dans la prévision du meilleur en fait, de vraiment anticiper le meilleur et de se focaliser là-dessus pour vraiment éviter de retomber toujours dans ce côté perfectionnisme et d'accepter aussi son propre perfectionnisme. C'est notamment ce qui empêche aujourd'hui les surdoués de se lancer dans une nouvelle activité entre entrepreneuses. Et je sais de quoi je parle parce que c'est ce qui m'a empêché, moi, pendant longtemps, de lancer mon activité d'entrepreneuse
Pourquoi? Parce que en fait, dès que je voyais une entrepreneuse ou un entrepreneur, eh bien, je ne voyais que ce qui faisait pas assez bien. Donc du coup, ça m'empêchait quelque part de me lancer, puisque je ne m'autorisais pas en fait cette imperfection. Je mettais la marche très haute, je me mettais une ambition très très haute, j'avais une exigence de ce que je voulais faire très haute, et donc évidemment, ça m'empêchait de démarrer. Puisqu'il faut savoir que les étapes du changement, une fois que tu sors de la zone de confort, donc même si elle est inconfortable, dans la zone de connu, on va dire, donc tu vas changer, tu vas commencer à changer en fait tes habitudes. Mais pour pouvoir changer les habitudes, il faut passer par cette zone de peur. C'est la zone, voilà, où tu vas être contraint, où tu vas être confronté au fait que tu es en train de quitter en fait ta zone de connu. C'est comme si tu quittais le port, tu quittes le nid en fait de la familiale. Et souvent, les surdoués n'ont pas été très choyés en fait dans ce nid-là. Donc non seulement ils quittent un nid qui est connu quand même, mais ils ont construit en fait la conviction que le monde était une jungle. Donc t'imagines de quitter le connu pour aller dans une jungle, ben forcément tu vas être confronté à des peurs. Mais toutes ces peurs-là sont complètement irréelles, ne sont basées que sur des croyances basées sur l'enfance. Et c'est tout ce travail-là qu'il va falloir faire pour justement mettre de la lumière sur toutes ces peurs et enfin pouvoir t'autoriser à passer à l'étape d'après qui va être l'étape de l'apprentissage. Tu vas apprendre en fait un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau modèle de pensée qui va être beaucoup plus aligné avec ton système de valeurs. Et plus tu te rapproches de ton système de valeurs, plus tu vas associer ton mode de vie avec ton système de valeurs, plus tu vas être aligné et donc plus tu vas connecter en fait ta zone de génie. Et donc ce n'est que à partir du moment où tu as ta zone de génie, où là en fait tu vas pouvoir être en pleine lumière. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir que tu puisses mieux comprendre les 6 conditions pour pouvoir changer. Et cette vidéo-là, je te la propose tout de suite derrière. À bientôt!